On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Sylvie Brosseau, directrice générale de NextDev Développement économique, qui va quitter ses fonctions. Mise à la retraite, 38 ans de service auprès de NextDev. Mais d'abord, le docteur Julie Lollier, la directrice de la santé publique en Montérégie. Quel est l'état de la situation de la COVID, principalement en Montérégie? On en discute avec la santé publique, avec la directrice de la santé publique, le docteur Julie Lollier. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. En quoi la Montérégie est somme toute pareille ou différente des autres régions du Québec en ce moment, quand on regarde un peu tout ce qui se passe même à travers le monde, mais principalement ici au Québec et en Montérégie? Bien, la Montérégie, c'est souvent le cas, hein, pas juste pour la COVID, pour plusieurs problèmes de santé ou termes de santé. La Montérégie, souvent, on suit le Québec. On est une bonne moyenne du Québec. Puis actuellement, ben, ça ressemble pas mal à ça. C'est sûr qu'entre chaque région, il peut y avoir des petites différences, mais comme pour l'ensemble du Québec, en ce moment, on est dans une situation qui s'améliore. C'est sûr qu'on suit moins les cas. Hein. On n'a plus des PCR pour chacun des cas, donc le nombre exact de cas, on n'est plus vraiment capable de le savoir, mais on pense quand même qu'on a atteint le sommet au début janvier, puis on aurait atteint à la mi-janvier environ le pic des hospitalisations. Puis depuis 4 semaines, on voit que les cas, la tendance diminue, si on veut. Donc, on peut penser qu'on est dans une amélioration de la situation. Maintenant, bon, qu'est-ce que ça va être la situation dans les prochaines semaines? Ça, on le sait moins. Au moment où on était dans le pic, principalement des hospitalisations, il y a 2 semaines, on recevait Richard Deschamps, le PDG du CIS de la Montérégie, qui nous disait qu'avec Montréal, Charlemagne et Haut-Richelieu étaient probablement les hôpitaux les plus occupés au prorata de leur population, même un peu plus que d'autres régions. Est-ce qu'on sait si, de ce côté-là, si ça s'est stabilisé en termes d'hospitalisation? Oui, ça a baissé un peu partout au Québec, mais est-ce que notre région est retournée, disons, dans la norme, dans la moyenne provinciale? Bien, je vous inviterais peut-être à questionner les 3 PDG. On a une situation où on a 3 CIS en Montérégie, puis la direction de santé publique, on n'est pas du tout dans les questions d'hospitalisation. Ce que je peux vous dire en Montérégie, comme partout au Québec, c'est qu'on demeure quand même si ça s'améliore, on demeure quand même avec des nombres d'hospitalisations qui sont à surveiller. On n'est pas... puis on se rappelle que c'est les hospitalisations qui nous guident beaucoup dans les décisions qu'on prend en ce moment, là. Puis on n'est pas dans un niveau encore très confortable où on a complètement tout repris, mais je vous dirais que la tendance, elle est très bonne pour les hospices. Faites-vous encore des enquêtes à l'égard de certaines éclosions aussi depuis que le dépistage est réservé qu'aux personnes immunosupprimées ou au personnel de la santé? Bref, est-ce qu'on a laissé tomber les enquêtes ou si on en fait encore? On fait des enquêtes pour certaines personnes plus à risque seulement. Donc, on va faire des enquêtes quand ça touche des milieux de vie pour aînés, donc des milieux fermés. On fait des enquêtes pour des travailleurs de la santé, mais dans le reste de la population, les citoyens, les enfants, on ne fait plus du tout d'enquêtes individuelles. On va aider des milieux quand ils sont dans des éclosions importantes, mais encore une fois, nos seuils où on intervient pour des éclosions ont augmenté. Donc, il y a beaucoup plus. On est vraiment dans une transition vers davantage d'autogestion par la population, par les milieux. Puis nous, bien, quand ça dépasse les capacités, quand c'est plus hors de contrôle, là, on va soutenir les milieux. Est-ce qu'on a beaucoup de RPA, de RI, de CHSLD, bref, toutes les formes de résidence de personnes âgées avec certaines éclosions? Bon, j'en connais une particulièrement à Saint-Jean, je sais, parce que les salles à manger étaient fermées, tout ça. Mais bref, est-ce qu'on a beaucoup d'éclosions dans ces milieux de vie de personnes âgées? C'est sûr qu'il y a plusieurs dizaines de milieux qu'on va ou bien surveiller. Quand on les surveille, c'est parce qu'il y a des cas puis on veut être sûr que ça prend la bonne tendance, ou qui ont des éclosions, mais au même titre que ce qu'on voit pour les hospitalisations, la situation est vraiment en constante amélioration depuis les 3-4 dernières semaines. Donc, on regarde les nombres de milieux, puis il y a toujours de l'amélioration. Donc, ça suit la même tendance encourageante pour l'instant. Même chose également au niveau des écoles? Les écoles, on ne suit plus de manière systématique les éclosions. Donc, comme je vous le disais, on va accompagner des écoles quand les éclosions sont de plus grande ampleur. Mais maintenant, on n'isole plus les enfants de la classe. Hein. Ça devient des risques modérés qu'on appelle. Puis maintenant, on n'isole plus les gens risques modérés. Donc, pour la situation dans les écoles, bon, les milieux peuvent avoir un certain indice par le taux d'absentéisme, mais sinon, on ne suit plus de manière systématique toutes les éclosions dans les écoles. Il y a un commentaire qui m'a frappé il y a 2 semaines lors d'une entrevue avec le docteur Boileau, le nouveau directeur par intérim de la santé publique, qui disait, malgré le fait que, oui, on sait que le variant est plus contagieux, généralement, les gens sont moins malades, mais par contre, il disait,
il y a quand même au Québec, à chaque semaine, quelqu'un de moins de 40 ou de 50 ans qui perd la vie à cause de la COVID. Donc, c'est pas une maladie bénigne, là. Il y a encore des risques très sérieux, principalement chez les non-vaccinés. Bien, c'est sûr que si c'était une maladie bénigne, on n'en serait pas où on en est depuis 2 ans, là. Donc oui, c'est vrai que quand on regarde les décès, la grande majorité sont chez des gens âgés et même des gens très âgés. Mais des décès, des hospices chez des jeunes, il y en a. C'est pour ça que la vaccination, la 3e dose est encouragée chez tous les adultes. Et oui, vous avez raison, c'est ce qui en fait une maladie qui est dramatique. Là, oui, il y a des décès, il y a des complications. Il y a aussi des gens qui peuvent ressentir des impacts à plus long terme. Donc, malheureusement, ce n'est pas une maladie qui est toujours bénigne. En fait, la raison pour laquelle je posais cette question-là, c'est un peu aussi en lien avec l'engagement envers la 3e dose. Parce qu'on le sait, au début, il y a des gens qui étaient réfractaires, finalement, il y a des gens qui se sont conformés. Même encore, à chaque jour, on voit des nouvelles personnes là, qui vont se faire vacciner pour une première fois. Mais là, certaines personnes disent, ben, écoutez, moi, j'ai eu mes 2 doses, là, j'ai fait ma part, la COVID est moins pire qu'avant, bref, je ne suis pas sûr que je vais y aller pour ma 3e. Donc, quels sont les arguments que vous pouvez donner pour que les gens soient vraiment convaincus d'aller se chercher cette 3e dose? Bien, comme on l'a dit, c'est pas toujours une maladie sans risque. D'abord, quand on attrape la COVID, il y a un isolement qui est requis. Il y a également des chances qu'on en fasse des complications, qu'on soit malade plus longtemps, qu'on le transmette à des gens autour de nous aussi. Puis, malheureusement, les 2 doses étaient efficaces contre le Delta. On le voyait dans les pourcentages. Puis, on a assez de recul aujourd'hui avec le Omicron pour voir que le taux d'efficacité 2 doses contre le Omicron est vraiment pas suffisant. Par contre, quand on va chercher la 3e dose, les taux d'efficacité démontrent quand même des données très encourageantes, un peu semblables à ce qu'on avait avec le 2 doses Delta. Donc, c'est la meilleure manière de se protéger, contre l'infection pour soi-même et pour les autres autour de nous. Bon, maintenant, qu'en est-il du délai comme tel? Si on a fait la COVID, est-ce qu'il est mieux d'attendre? Ou d'autres même disaient, ouais, mais d'un coup que les compagnies comme Moderna et Pfizer font une mise à jour de leur vaccin quelque part au printemps qui pourrait contenir des variants. Bref, est-ce qu'il est mieux d'y aller maintenant? Est-ce qu'il est mieux d'attendre? Est-ce que oui, il y aura une mise à jour des vaccins chez les fabricants comme Pfizer et Moderna? Bien, des mises à jour, il va toujours y en avoir, là. Puis c'est fort possible qu'on devienne avec d'autres mises à jour dans le futur. Par contre, les mises à jour, ça peut être long. Donc, je pense que d'attendre une mise à jour, c'est pas nécessairement un bon argument. Par contre, pour les gens qui ont fait des infections après le 20 décembre, on met la limite du 20 décembre parce que, bon, à partir du 20 décembre, on a des données qui nous montrent que c'était beaucoup Omicron qui circulait. Bon, donc, pour des gens qui ont fait une infection avec le Omicron, donc depuis le 20 décembre, le Comité sur l'immunisation du Québec, il n'y a pas de danger à être vacciné à tout moment après l'infection. Mais le Comité sur l'immunisation du Québec recommande d'attendre 12 semaines, minimum 8 semaines après avoir fait l'infection. Donc, c'est la recommandation. Une infection après le 20 décembre, attendez 8 à 12 semaines pour vous faire vacciner. Mais s'il y en a qui l'ont eu, il n'y a pas de danger à l'avoir eu. Parce qu'on déduit que les gens qui ont attrapé la COVID après le 20 décembre ont probablement, en fait, presque assurément attrapé l'Omicron et non pas le Delta. Exactement. Puis il y a quand même une protection qui est conférée par l'infection naturelle, une bonne protection. Bon, là, on entend parler du sous-variant. Je ne savais même pas que ça existait parce qu'on comprend la dynamique des variants. Mais là, on entend, là, puis on le voit dans certains pays, puis au Canada, au Québec, que là, il y a la présence du sous-variant Omicron. En quoi il est différent du variant principal? Le BA2 qu'on appelle, qui commence à être très présent dans certains pays d'Europe. Ici, on pense qu'il est encore peu présent, mais justement, cette semaine, il va y avoir ce qu'on appelle des points de prévalence. Donc, il va y avoir des sous-analyses faites pour mieux documenter la situation. On n'en sait pas encore beaucoup. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un avantage compétitif, donc qui serait un peu plus transmissible que la souche initiale de Omicron qui circulait. On n'a pas d'indice, toutefois, en ce moment, qu'il y ait d'autres enjeux avec ce sous-variant-là, c'est-à-dire qui causerait plus de décès, de morbidité, etc. Ça fait que ça, je pense qu'il faut attendre que les données évoluent. Parce qu'on sait qu'une personne qui a attrapé le alpha ou le delta pouvait attraper une 2e fois la COVID avec le Omicron. Quelqu'un qui a eu l'Omicron il y a quelques semaines, donc la souche principale, est-ce qu'il peut attraper le sous-variant d'Omicron? C'est un peu poussé, là, mais est-ce que c'est possible? C'est une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre pour l'instant.
peu de recul. Les données, les scientifiques sont rendus tellement rapides pour étudier ce virus-là. J'ai l'impression que ces données-là, on va les avoir assez rapidement, mais il faut laisser le temps faire son œuvre. Et est-ce qu'on sait s'il y a d'autres variants qui actuellement sont sous surveillance dans le monde? Pour l'instant, je vous dirais que l'Omicron prend pas mal la place. Par rapport à la surveillance des variants dans le monde, j'ai pas eu connaissance qu'il y en avait d'autres qui nous préoccupaient, mais on a vraiment des systèmes de surveillance qui sont sophistiqués maintenant, puis partout dans le monde, mais même au Canada, au Québec. Donc, s'il y avait un nouveau variant qui faisait son entrée, on serait capable de les détecter. Bon, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on est dans une période de transition, de vivre avec le virus, où on parle d'un certain moment où on va parler plus d'une période endémique que pandémique? Bref, on est où dans cette transition-là? Bien, je pense qu'on chemine lentement vers ça. On chemine lentement, puis il y a plusieurs décisions qui ont été prises qui vont en ce sens-là. Par exemple, de ne plus retirer les enfants de la classe quand il y a un cas. C'est pas parce que le virus est moins contagieux, c'est qu'il faut à un moment donné apprendre à vivre avec, puis on sent de plus en plus les impacts collatéraux de tous les isolements, etc. Donc, on chemine vers ça. Il faut cheminer prudemment, tranquillement. On n'a pas vu encore les impacts sur la transmission de tous les assouplissements qu'on a fait et qui continuent de se faire. Il y a des assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui. Donc, on y va tranquillement, mais effectivement, je pense que ça a été très clair de la part des autorités aussi. Là. On n'est pas dans une valse où on assouplit en ce moment pour retourner vers un confinement. Il va falloir aller vers d'autres méthodes. Puis d'ailleurs, beaucoup plus d'autogestion par les citoyens, par les milieux. Ouais. Ça, c'est déjà en cours. Ouais, puis il y a aussi de ce qu'on appelle la saisonnalité là, du virus, parce que là, on est en février, on comprend que ça baisse, ça baisse, ça baisse, on va arriver au printemps, et là, l'été, bon, qui va suivre, où généralement les virus sont moins présents. Donc, est-ce qu'on peut se souhaiter, disons, un été et un automne, disons, avec, disons, plus d'espérance, d'espoir, si on veut? Bien, j'ai toujours de l'espoir, puis c'est sûr que j'espère beaucoup que notre été et notre automne va être positif. Je pense que là, il faut surveiller. Il faut prendre vraiment comme... C'est presque une semaine à la fois. Ouais. Pour l'instant, je pense qu'on va se croiser les doigts pour que quand même les contacts restent assez réduits pour qu'on n'ait pas un impact important des assouplissements sur la transmission. Puis au fur et à mesure, si tout va bien, ben, on va aller faire d'autres éléments de transition, mais je pense que c'est un peu prématuré pour prédire l'été, mais... Oui, je suis optimiste et j'ai de l'espoir parce que sans espoir, on ne passerait pas à travers ces mois. Docteur Julie Lollier, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, triple Axel cette semaine. Oui, Justine Brasseur qui nous annonce sa retraite du patinage artistique. Elle est avec nous pour un show complet. 20 ans. Ouais. La vie devant elle. Ouais. Mais elle en a fait pas mal, hein? Mais hein? Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Un départ à la retraite important pour ce qui est du développement économique dans la région du Haut-Richelieu. C'est la directrice générale de NextDev, Sylvie Brosseau, qui va quitter dans les prochaines semaines. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est après 38 années de loyaux services, ce qui est
quand même assez marquant au sein d'une même entité qui a beaucoup bougé au fil du temps, mais ça reste quand même la même entité dédiée au développement économique. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Alors, comment ça, la retraite? En fait, je dois avouer que j'ai décidé de penser à moi. Ouais. Ça fait quand même de nombreuses années que je m'occupe du développement économique à différents postes aussi, mais toujours eu la passion. J'ai encore la passion, sauf que j'ai décidé de prendre soin de moi, de ma famille, mon mari, mes enfants, mes gendres, mes petits-enfants. Je pense que je vais avoir beaucoup de travail. Bon, les dernières années, principalement les 2 dernières, avec le contexte de la pandémie, ce qui a eu vraiment beaucoup d'impact au niveau de l'économie, des entreprises, des entrepreneurs eux-mêmes, une panoplie de programmes d'aide où on ne savait plus trop finalement à quelle porte cogner. Donc, finalement, ils cognaient chez vous Oui. pour se démêler. Est-ce que ça a usé un peu aussi de dire, ouf, c'est lourd, là. C'est lourd. Je dirais que c'est l'ensemble de l'œuvre. En fait, oui, les programmes d'aide, on a toujours mis en place ces programmes-là avec le désir d'aider les entrepreneurs. Nécessairement, on appliquait les critères aussi du gouvernement, ce que des fois, il y en avait qui n'étaient pas contents, mais en général, les gens ont bien apprécié. Le télétravail aussi, le manque d'un petit peu d'interférence avec tout le monde, de travailler en collaboration. On travaille encore comme ça, mais d'être sur le Zoom, le Teams à longueur de journée, ça use, je pense. Non. En même temps, comme un peu partout dans le monde des affaires, vous êtes aussi au Conseil économique pris avec la pénurie de main-d'œuvre, Oui. avec la rétention du personnel. Même je regardais tantôt sur votre site Internet, là, tout le personnel a été, ma foi, changé au fil du temps. Vous avez pratiquement embauché toutes les nouvelles personnes qui sont là en ce moment, là. En fait, il y a moi que ça va faire 38 ans. Il y a Éric Bélanger aussi, que ça fait quand même longtemps qu'Éric est là. Mais les autres personnes, j'avoue que c'est pas mal tous des nouveaux visages, des gens qui ont d'expérience à certains niveaux, avec chacun leurs compétences, mais en même temps, oui, c'est de nouvelles personnes. Ça n'a pas toujours été facile d'engager des nouvelles personnes pour remplacer, mais je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes. Quand on parle de rétention de main-d'œuvre, tout ça, il y a le chantier de main-d'œuvre aussi qui s'annonce avec les députés, la Ville, la MRC, et on va faire partie aussi de trouver des solutions pour ça, parce qu'on n'est pas les seuls qui ont vécu ces situations-là. Est-ce que ça, c'est une forme de legs, c'est-à-dire de quitter avec une maison nette, une maison qui va bien, avec des postes qui ont été comblés, des nouveaux employés? Est-ce que ça, pour vous, c'est de partir un peu la tête tranquille? J'avoue que ma décision aussi a été prise en considérant qu'on est proche de notre désignation de zone d'innovation. On est rendu à la 2e étape sur 3. Donc, dans les semaines qui viennent, on va avoir une autre rencontre avec le comité interministériel. Donc, je me disais, l'aéroport, l'incubateur, la main-d'œuvre, j'ai des bonnes personnes en place qui connaissent bien leur dossier. Et je pense que d'attendre que tout ça soit désigné et concrétisé, je me disais, bien, la prochaine personne va pouvoir embarquer tout de suite et travailler au départ de ces gros projets-là. Si ça aurait été moi qui aurais resté, c'est correct, mais si je serais partie en plein milieu, je trouvais que je manquais un peu de... C'est un bon timing, comme on dit, pour quitter. En même temps, le NextDev, qu'on a longtemps appelé Conseil économique du Richelieu, ou CLD, là, pendant une certaine période, ça a tout changé. C'est une bébête qui relève initialement de la MRC, mais comme la Ville de Saint-Jean compte pour 80 de la MRC, c'est beaucoup de la Ville. Là, la Ville, il y a une nouvelle mairesse, il y a un nouveau conseil qui a été beaucoup renouvelé. On sait que le contexte des dernières années avec M. Laplante n'a pas été facile, surtout avec le milieu d'affaires, le milieu industriel. Est-ce que là, pour vous, on est maintenant dans une phase où on est au terme de la pandémie, on a une nouvelle mairesse, on a un nouveau courant. Est-ce que pour vous, c'est un contexte qui est plus favorable, disons, pour le développement des années futures? Moi, j'avouerais que chez NextDev, Conseil économique, CLD, on a toujours travaillé avec les gens, les intervenants en place, que ce soit politique, de tout ça. Donc, on est allé toujours chercher les forces de chacun pour travailler avec ça. Donc, nous, je ne veux pas dire qu'on ne s'accrochait pas là-dedans, mais c'est sûr que le contexte actuel est beaucoup plus propice. Et aussi, ce que je veux mentionner, c'est que oui, vous parlez de la MRC, mais aussi on a un bon conseil d'administration chez NextDev qui, depuis 2020, est composé d'industriels. On a, oui, la Ville qui est là comme
comme partenaire aussi, la MRC. Mais le fait que nos industriels siègent maintenant sur le CA de NextDev, je pense que c'est quelque chose de très important puis que c'est positif pour nous parce qu'eux, ils nous amènent leur point de vue, leur expérience et ça nous aide aussi pour la suite des choses. Mais ultimement, l'important, c'est que tout le monde tire dans la même direction. Parce que là, si les gens d'affaires veulent tirer dans cette direction-là, mais que le politique veut aller autrement, parce que ça a changé, parce qu'il y a d'autres orientations. Bref, à un moment donné, vous êtes un peu, vous dites, OK, mais là, nous, on s'en va dans quelle direction maintenant? Vous voulez qu'on fasse quoi, là? Qu'on développe comme ça ou qu'on développe comme ça? Là? C'est sûr qu'on travaille toujours, on va prendre l'aéroport. L'aéroport, c'est un bon exemple. Nous, on attend, en fait, on comprend aussi la situation, mais on attend que la Ville se positionne sur l'avenir de l'aéroport. On a quelqu'un chez NextDev qui est un conseiller pour le développement économique, un directeur, et lui a déjà commencé à travailler à son plan d'affaires, mais c'est sûr qu'on doit travailler avec les grandes lignes que la Ville ou la MRC nous donne. Ou même les députés, on travaille tous ensemble. Oui, mais là, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, c'est que la nouvelle administration de Mme Bouchard, évidemment, croit à l'aéroport, veut le garder, le développer, peut-être même développer des terrains avec un potentiel industriel. Parce que souvent, ce qui a fait l'objet de débats dans les dernières années, c'est est-ce qu'on a assez ou pas assez de terrains industriels? En fait, je vous dirais qu'il va y avoir des directives à prendre dans ce côté-là, parce que oui, il y a des terrains qui sont situés sur le site de l'aéroport, mais ce n'est pas toutes les entreprises non plus. On a le problème aussi si c'est des entreprises qui demandent du camionnage, qui vont passer sur le Grand Bernier. Il y a plein d'aspects qu'on doit analyser avant tout ça. Et effectivement, quand on regarde les parcs industriels, il y a un manque flagrant de terrain. C'est souvent la même question parce qu'on dit qu'à Saint-Jean, il y a un déséquilibre au niveau des revenus de la ville, que contrairement à d'autres villes, la majorité des revenus, c'est la taxe foncière de monsieur et madame tout le monde. Oui. Alors que d'autres villes, c'est plutôt le contraire. Les sources de revenus viennent des commerces ou des industries. Donc, je dis, OK, si on dit, donc il faut augmenter les revenus émanant des industries, mais est-ce qu'on a des terrains pour les loger? Je pense qu'il y a une requalification aussi. La Ville travaille sur ça, à requalifier certains terrains. Il y a des entreprises qui, au moment de l'achat de leur terrain, occupaient 10 on appelle ça 10 du sol. Maintenant, ça l'a évolué, mais il y a encore des entreprises où est-ce qu'il y a beaucoup de terrains qui pourraient aussi servir pour d'autres, que ce soit pour de l'expansion d'une entreprise ou la relocalisation. Mais je pense que aussi, on va travailler avec la Ville sur cet aspect-là qui va nous donner aussi d'autres terrains. Comment l'aventure a commencé au Conseil économique en 1984? Premièrement, est-ce que ça s'appelait Conseil économique? Oui, ça s'appelait Conseil économique. Étienne Héroux était notre directeur général. Moi, je travaillais à Montréal, chez Golf Canada. J'ai décidé, après mon congé de maternité, de regarder pour travailler à Saint-Jean pour ne pas avoir à voyager, parce que même à ce moment-là, c'était quand même difficile. Donc, j'ai appliqué, j'ai eu le poste. Je suis arrivée, je travaillais à l'administration, j'ai fait du secrétariat, j'ai tout fait chez NextDev. Donc, je me suis intéressée. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse. Puis quand je travaille sur quelque chose, disons que je vais pas mal à fond. Je me suis occupée du tourisme. J'ai vendu des terrains dans le parc industriel. J'ai fait de la prospection. J'étais allée en mission. Disons que j'ai fait les communications, naturellement, affaires corporatives. J'ai eu la chance qu'on m'octroie ces mandats-là pour que je puisse évoluer puis prendre ma place. C'est ce que j'ai fait au cours des années, en collaboration toujours avec les gens qui étaient en place aussi, ce qui est important. Mais c'est probablement, peut-être un peu ça, mon autre question, c'est comment on réussit à perdurer dans le temps aussi longtemps au sein d'un même organisme, d'une même institution, parce que vous n'avez vu du monde passer, là. Oui, Des définitivement. directeurs, des collègues, là, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes comme le rock du développement économique? En fait, j'avouerais que j'avais une collègue qui était Louise Roy, qui travaillait aussi avec moi là, pendant 34 ans. Donc, on était les deux qui, quand quelqu'un partait, on se ramassait les deux à tenir le fort. On était très proches, on a travaillé très fort. Mais je pense on se disait tout le temps qu'on avait le Conseil économique tatoué sur le cœur. Je pense que c'était vrai. On voulait vraiment faire avancer la région. C'est peut-être aussi une question de curiosité tout le temps, de vouloir que les gens puissent profiter, les entrepreneurs, de m'impliquer dans, que ce soit à la Chambre de commerce, à l'Office du tourisme, à Rue principale, il y a de nombreuses années. Fait que j'ai fait mes classes, je dirais, là, au cours des nombreuses années. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup servi de... C'est quoi? C'est d'avoir beaucoup... tu sais, il y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres au changement. Parce que c'est un peu ça, là, des changements. Il y en a eu 1001. À un moment donné, tu te lèves un matin, puis là, tes grands patrons ont décidé qu'ils changeaient ton patron, puis ton collègue, puis là, tu fais comme pas encore des changements, mais toujours rester... Parce que des fois aussi, il y a des clans qui se forment aussi au fil du temps, mais Sylvie Brosseau a toujours été là
Égal à à moi-même. servir Égal à les personnes moi-même. qui étaient en place. Oui, oui. Moi, dans ma vie, j'essaie de trouver le positif. Le négatif, j'essaie de pas trop le regarder. Fait que j'ai capitalisé sur ça. Il y a des gens que, oui, qui ont passé pas longtemps, mais en même temps, j'essayais de trouver le bon côté. Ouais. Puis je me concentrais sur ce que moi, j'avais à faire pour bien faire ma job, comme on dit. Et ça a toujours été ça. Il y en a qui me disaient que ça me coulait sur le dos comme un canard. Puis effectivement, j'avouerai que je regarde ça des fois après toutes ces années, puis je me dis, oh my God, j'ai vraiment été bonne, parce que je vous avoue qu'il y a des périodes où ça a été vraiment pas facile. Mais en même temps, je me disais tout le temps, la journée où j'aurais plus le goût de prendre l'ascenseur pour monter à mon travail, je ferai d'autres choses, mais ça m'est jamais arrivé. C'était quoi les quelques moments forts de ces 38 dernières années? Oh, il y en a eu beaucoup, là. Les moments forts. Est-ce qu'il y en a un en particulier, là, qu'on dit ça, là, c'est un souvenir qui va rester gravé à ma mémoire? Je pense que c'est la collaboration avec tous mes collègues de travail, tout ça, la collégialité aussi avec les entrepreneurs qui, disaient tout le temps, on va appeler Sylvie. Je pense que c'était plus la reconnaissance que j'ai réussi d'avoir de ces gens-là. Malgré que, des fois, le contexte, comme je vous dis, c'était peut-être pas facile, mais en même temps, les moments forts. Je me souviens des bons souvenirs du gala de l'excellence, en fait, où on reconnaissait les entreprises, on travaillait fort, mais on avait vraiment des bons résultats. Mais je pense que, je dirais aussi, le travail de concertation avec tous les partenaires, c'est quelque chose que je me suis appliquée tout le temps à faire. Si on prend la Chambre de commerce, j'ai toujours travaillé, les nouveaux arrivants, je voulais tout le temps que ça fonctionne. Fait que les moments forts, j'en ai beaucoup. J'en ai peut-être pas un en particulier, mais c'est sûr, quand ils m'ont donné la chance d'être directrice générale, après tout ça, j'étais bien, bien contente, parce que je m'étais jamais fixé ce point-là ou ce but-là, mais en même temps, je faisais à un moment donné la job sans m'en rendre compte. Fait que pour moi, c'était une belle marque de reconnaissance. C'est bien dit. Puis là, on dit, on va en nommer, c'est un peu ça qu'elle fait, tu sais. Effectivement. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit des maires, Mme Saunier à la MRC, avec qui j'ai eu de nombreux échanges, de rencontres, et même encore qu'on se rencontre et puis on s'apprécie dans les dossiers, parce qu'on a une bonne collaboration, une bonne compréhension des dossiers. Donc, tout ça, je pense que ça fait que... C'est pour ça que j'ai apprécié, en fait, mes 38 années au sein de NextDev, ou que j'appelle encore des fois conseil économique par le fait même, mais oui. Ouais. Ou CLD. Ou CLD. Il y en a des gens encore qui nous appellent CLD. Ah oui. Je pense que, définitivement, je pense que dans les années qui viennent, il y aura peut-être quelque chose à faire pour peut-être qu'on puisse travailler vraiment tout ensemble dans un endroit peut-être plus commun pour tout le monde. Sylvie Brosseau, merci beaucoup. Bonne retraite. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Reste avec nous. On va revenir après ceci. J'en parle occasionnellement, le domaine Trinity dans le secteur Iberville. Il y a des expositions qui changent au fil du temps, intérieur, extérieur. En même temps, il y a le décor aussi qui change selon les saisons. Bref, c'est un bel endroit pour aller se promener en famille. Donc, le domaine Trinity du côté d'Iberville. À demain. Bye-bye.